Je suis Jean-Louis Baudeux, je suis pharmacien de formation de la faculté de pharmacie de Paris. Et puis j'ai évolué dans mon exercice professionnel en tant que biologiste médical, hospitalo-universitaire. Avant de parler de votre fonction et de vos professions, on sait que du coup que vous êtes biochimiste à l'hôpital Necker, enfant malade spécialisé dans le stress oxydant et dans les pathologies. Nous, on vous a connu pour la plupart en tant que professeur de biochimie. D'où vous vient cet attrait pour la biochimie? Est-ce que vous vous étiez attiré dès le début ou est-ce que ça vous est venu un peu plus tard? Alors ça fait beaucoup de casquettes effectivement, mais c'est venu un peu séquentiellement. Je suis rentré dans les études de pharmacie, je voulais être officinal. Je ne sais pas pourquoi, pas du tout de famille dans le milieu médical. Et puis dans le cursus des études, finalement, je me suis orienté vers l'internat de pharmacie, parce que j'avais envie peut-être des défis et de réussir l'internat. Et puis bien classé vers la biologie médicale. Et puis dans l'exercice professionnel, finalement, il y a des choses qui s'enchaînent. Il faut être parfois là au bon moment, mais il faut surtout faire ce qui nous plaît. Et donc je me suis orienté dans mon internat vers la biochimie, à l'issue de l'internat vers une carrière hospitalière, et puis des fonctions universitaires, donc des fonctions de biochimiste hospitalo-universitaire. Après, la thématique de prédilection que j'ai animée un petit peu, c'est le stress oxydant, effectivement, en biochimie. Mais ça, c'est une affaire d'unité de recherche dans laquelle j'ai évolué, ici, à la faculté, qui travaillait sur la biochimie dite radicalaire, donc l'action des radicaux libres, initialement sur les lipides, puis sur les vaisseaux, et de façon générale, puisque aujourd'hui Mathématiques de recherche travaille sur le placenta, d'une façon générale sur tous les mécanismes physiopathologiques qui peuvent être d'origine biochimique et entraîner des pathologies. Donc ça s'est fait progressivement, ça s'est fait séquentiellement, et effectivement, parallèlement, j'ai pris des fonctions managériales de praticien hospitalier, praticien universitaire et chef de service à l'hôpital Necker, au laboratoire de biochimie, et maintenant à la faculté. Difficile de concilier tout ça, on en reparlera peut-être, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais de façon séquentielle, ça fait aussi différentes facettes du métier qui sont toutes intéressantes, hein, et à chaque période de l'évolution professionnelle, ça change. Je n'ai pas toujours été à Necker non plus, j'ai fait 4 hôpitaux au total, Lariboisière, Pitié-Salpêtrière, Charlevoix et finalement Necker où je suis actuellement. Mais c'est toujours un plaisir de manager ces 4 casquettes et d'avoir une activité diversifiée. Et bien là, du coup, on va parler d'une de ces casquettes que vous portez encore, celle de PUPH, donc c'est professeur des universités praticien hospitalier. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un PUPH, le définir, comment le devenir? Alors, un PUPH, c'est un grade hospitalo-universitaire, mais c'est donc 3 missions. Une mission hospitalière de biologiste hospitalier ou de pharmacien hospitalier, une mission universitaire qui se décline en 2 aspects. Le premier, c'est l'enseignement, bien sûr, enseignement supérieur auprès des étudiants dans le cursus de pharmacie ou autre, dans n'importe quel cursus scientifique, du moment qu'on peut apporter ses compétences de transmission du savoir. Et puis la troisième mission, c'est l'activité de recherche. Elle est indissociable dans les carrières hospitalo-universitaires des autres missions. Et cette activité de recherche peut être une activité de recherche fondamentale, donc travailler sur, en général, le vivant dans nos spécialités médicales, mais sur des mécanismes physiopathologiques in vitro, ex vivo, in vivo sur l'animal. Et puis ça peut être une recherche appliquée en lien justement avec l'activité hospitalière de recherche clinique sur le médicament dans le domaine de la faculté de pharmacie. Là, du coup, vous avez un peu détaillé les différents types de recherche. Si vous deviez définir la recherche en elle-même, qu'est-ce que la recherche? Alors, la recherche, c'est apporter une contribution parmi beaucoup d'autres, en France, en Europe et dans le monde entier, une contribution à la compréhension des mécanismes vivants, encore une fois pour le pharmacien, dans le domaine des pathologies ou du traitement. Vous avez cité tout à l'heure le stress oxydant. Moi, ma thématique, effectivement, a été de rechercher l'impact des radicaux libres générés dans une cellule sur le fonctionnement même de la cellule, fonctionnement normal, donc activité de régulation, et fonctionnement pathologique dans certaines pathologies. Les pathologies cardiovasculaires, les pathologies placentaires aujourd'hui, puisque je m'intéresse au stress oxydant lié au placenta, mais dans tous les cas, c'est contribuer au savoir général et à la connaissance du fonctionnement d'un organisme humain.
Contrairement à un simple chercheur ou un simple professeur, en tant que PUPH, vous devez un peu porter ces deux rôles. Oui, alors il y a deux réponses possibles dans cette question. Il y a, avec une activité hospitalière, on apporte des choses complémentaires par rapport à un chercheur dit pur ou un universitaire pur. C'est le versant médical propre à l'hôpital. Puis le deuxième aspect, c'est le PUPH, quand il est professeur, a, en plus du chercheur, une activité de management d'une équipe de recherche, d'une équipe d'enseignement, et le cas échéant d'une équipe hospitalière. Donc il y a cet aspect où la supervision d'une activité de recherche ou d'une activité d'enseignement est importante pour le PUPH et c'est ça qui permet d'avancer dans la pédagogie et dans la recherche. Est-ce que du coup ça apporte des contraintes supplémentaires comparé à quelqu'un qui ferait essentiellement qu'une seule de ces deux Alors, ça apporte des contraintes et ça apporte des avantages, bien entendu. On en a parlé, des avantages, c'est la diversité de ce que l'on peut faire. Les contraintes, c'est qu'effectivement, parfois les journées sont un peu chargées. Mais après tout, c'est ce qu'on a souhaité et donc on le subit, entre guillemets, avec plaisir. Par contre, ce que l'on peut ne pas avoir, c'est un investissement total dans l'une des missions. Ce que fait un chercheur quand il est chargé de recherche ou directeur de recherche dans une unité de recherche. Il s'acquitte de son activité de chercheur pleinement et à plein temps. Et ça a un avantage, c'est qu'on est totalement immergé dans son domaine de recherche et on a une activité de recherche qui est souvent plus prolifique. Du coup, sur la base de votre expérience à vous, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui voudrait peut-être envisager ou qui voudrait devenir plus tard PUPH? D'abord, il faut qu'il fasse ce qui lui plaît. Donc, il faut qu'il teste un tout petit peu les différentes missions. Certains n'apprécient pas la pédagogie, simplement parce que c'est dire, redire à des étudiants et que ce n'est pas leur truc. D'autres n'apprécient pas forcément la recherche, mais là aussi, il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Jusqu'à présent, on n'a qu'une vie, sauf si vous me prouvez le contraire. Et donc, il faut se construire un environnement dans lequel on est bien. Donc un PUPH, effectivement, même si c'est séquentiel au cours de la vie professionnelle, il peut avoir cette appétence pour les différentes missions. Il y a des missions qui sont optionnelles. La mission de managériale à l'hôpital, en étant chef de service à l'hôpital, la mission managériale à la faculté en étant doyen, ce sont des missions accessoires et qui ne sont pas effectuées par tout le monde. Mais le PUPH a effectivement cette mission multiple et surtout de coordination de ces différentes missions pour avoir un ensemble qui finalement est une belle construction dans tous les cas. Donc voilà, on construit son exercice professionnel de PUPH ou d'hospitalo-universitaire comme on le souhaite. Là, on va un peu plus s'intéresser dans le thème de la recherche. On a souvent du coup la vision des chercheurs dans les films comme le petit bonhomme avec ses petits tubes. Qu'est-ce que pour vous un chercheur et comment définiriez-vous son rôle? Des petits bonhommes avec des petits tubes, il y en a dans la fac, hein, et c'est comme ça aussi que la recherche avance. Néanmoins, aujourd'hui, un chercheur, il doit avoir des qualités, la curiosité, l'envie d'aller plus loin, l'envie de connaître, le fait d'être insatiable dans son activité de recherche. Ça, c'est très important. Après, le chercheur n'est jamais seul. Il travaille dans une équipe de recherche, donc dans un environnement qu'il peut contribuer à construire, bien sûr, parce que quand on conduit une équipe de recherche, c'est qu'on a choisi les personnes avec qui on va faire sa recherche. Et puis, bien sûr, cette curiosité dont je parlais tout à l'heure, elle anime au quotidien le chercheur, soit pour sortir des sentiers battus dans le cadre d'une activité de recherche, soit pour aller plus loin avec d'autres équipiers dans la recherche. Et là, dans ce cas, sa mission est pleinement accomplie. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent s'orienter vers la recherche, même si on va dire la réalité dépeinte est parfois décourageante. Quels sont les principaux avantages de la recherche selon vous? Alors, juste avant de répondre, il y a peut-être un aspect de formation à la recherche qui est important au cours du cursus des études de pharmacie. Et puis après, il y a la formation par la recherche. C'est le doctorat ou éventuellement le Master 2. Et ces deux étapes sont très importantes pour tester le candidat à la recherche dans sa volonté d'en faire une carrière de recherche. Après, si effectivement la recherche est une finalité professionnelle, il y a des qualités indispensables. Il faut savoir partager ses recherches, son activité de recherche, partager aussi ses résultats.
il faut savoir travailler en équipe parce qu'on ne travaille jamais tout seul, il faut savoir communiquer, et donc le chercheur doit accumuler, agréger toutes ces qualités pour effectuer une recherche de qualité et qui serve à tout le monde, dans son équipe, dans sa faculté, dans son université et à la terre entière, puisque aujourd'hui l'internationalisation est la règle. Du coup, en parlant d'internationalisation, on sait que par exemple, dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est des endroits où ils ont beaucoup de moyens, beaucoup de financement, donc où la recherche est, on va dire, plus simple, là où en France, on passe beaucoup de temps à chercher des financements. Pourquoi il y a un peu cette inéquité entre ces différentes régions? C'est peut-être pas une inéquité, c'est peut-être une façon de fonctionner qui est différente. En France, on a la recherche dans le secteur privé, la recherche dans le secteur public. Dans le secteur privé, on a souvent une possibilité financière accrue. Par contre, on peut avoir des thèmes de recherche qui sont plus limités. Une entreprise pharmaceutique qui, dans un secteur R&D, veut développer des médicaments contre les pathologies cardiovasculaires, si vous voulez travailler sur les pathologies cérébrales, c'est raté. Donc vous devez parfois vous adapter aux objectifs de votre entreprise privée. Dans la fonction publique, on a également ces contraintes, puisque chaque unité de recherche possède une thématique propre, mais on peut s'y retrouver. Par contre, effectivement, on a souvent moins de financement, et les financements, on passe du temps pour aller les chercher. Ce sont des financements publics qui sont en général fléchés pour orienter la recherche d'abord vers une recherche de qualité, ensuite vers une recherche soit transversale, soit focale vers un thème particulier. Par exemple, les médicaments antiviraux en période de Covid, ça a été effectivement des sources de financement en recherche très importants. Là aussi, quand on travaille sur les pathologies cérébrales, on est moins concerné et on peut estimer avoir moins de financement, donc moins de moyens pour effectuer sa recherche. Mais effectivement, ce sont des choix, soit l'entreprise privée ait la possibilité d'avoir des financements assez facilement, mais quelques contraintes sur la recherche, soit la fonction publique avec la nécessité d'aller chercher l'argent. C'est le lot du chercheur. Dans votre discours, vous avez évoqué le fait que du coup, soit c'est une recherche transversale ou focale vers des thèmes, comme par exemple lors du Covid. Est-ce que, en général, hors Covid, il y a des priorités nationales de recherche, des thèmes sur lesquels on va plus focaliser la recherche que d'autres? Là, je parle dans le domaine de la santé que je connais mieux. Effectivement, on s'intéresse prioritairement à toutes les pathologies dont la morbimortalité est importante. Et donc, dans le domaine de la thérapeutique et des médicaments, on va s'intéresser à la prise en charge thérapeutique de maladies qui sont très fréquentes et parfois graves, mais pas toujours, mais qui coûtent à la société. Puis on va aussi s'intéresser à des pathologies qui sont très rares, mais qui sont très invalidantes et par lesquelles on fait avancer la recherche. Quand on travaille sur une maladie rare, comme ça se fait beaucoup à l'hôpital Necker, c'est pour la maladie rare, son approche thérapeutique, mais c'est aussi pour connaître des mécanismes physiopathologiques qu'ensuite on pourra appliquer à d'autres pathologies de façon facilitée pour trouver des thérapeutiques. Donc tout est indispensable. Tout est indispensable, mais effectivement, les contraintes financières, les ressources humaines ne permettent pas de faire une recherche dans tous les domaines. Donc il faut faire des choix, et ces choix ont une orientation nationale, régionale, d'unité de recherche, voire d'université, où des universités peuvent choisir de faire une recherche dans tel ou tel domaine et pas un autre. On sait que du coup, pour accéder au domaine de la recherche, il n'y a pas qu'en tant que pharmacien. Non. Il y a différentes voies. Est-ce que du coup ça crée une certaine concurrence avec eux et quel avantage ou inconvénient a un pharmacien, par exemple par rapport à un chimiste qui veut faire de la recherche dans un domaine précis? Alors, il y a une façon de voir les choses, c'est de créer une hiérarchie entre les formations des chercheurs pour dire celui-là il est mieux parce qu'il a fait un cursus santé au préalable, et tandis que celui qui a fait une licence et un master doctorat à Jussieu, il a moins de compétences. Et l'autre façon, qui pour moi est la plus efficace, c'est la complémentarité entre les approches. Je suis un biochimiste, j'ai appris la biochimie durant mes études de pharmacie, je l'ai complétée par des diplômes de 3e cycle et une thèse d'université. Mais d'un autre côté, j'ai une façon de voir qui est très médicale, à visée d'explication physiopathologique, que peut ne pas avoir un biochimiste qui a été formé dans un cursus licence, master, doctorat à Jussieu, sans cette connotation médicale,
mais avec d'autres compétences dans la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires. Donc la complémentarité existe. J'ai une teinture, comme beaucoup dans le domaine de santé, sur le médical et le thérapeutique, que d'autres n'ont pas, mais d'autres ont aussi une profondeur de connaissance de la biologie que je n'ai pas parce que j'ai travaillé sur des sciences appliquées. Et donc, les deux sont complémentaires. Pensez-vous que les politiques mises en place actuellement dans le cadre de la recherche sont suffisantes pour concurrencer d'autres pays? Jamais. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Bien sûr que c'est insuffisant, bien sûr qu'il y a une partition entre la recherche publique et la recherche privée, et qu'on peut avoir l'impression que la recherche publique est le parent pauvre de l'activité de recherche en santé comme dans d'autres domaines. Mais les domaines de recherche sont tellement nombreux que finalement on ne peut pas donner des moyens dans tous les domaines. Donc des choix sont faits. Et bien sûr, au niveau gouvernemental, par exemple, il y a un budget pour la recherche publique, et puis il vient en concurrence avec un budget pour l'éducation, avec un budget pour la formation universitaire, avec un budget pour plein d'autres choses. Donc des choix sont faits. On peut regretter que les budgets pour la recherche ne soient pas suffisants, clairement. Après, c'est l'objet d'aller les chercher dans le secteur privé, par exemple. Mais je ne m'exprimerai pas sur le fait que c'est suffisant ou ce n'est pas suffisant. Quand je vois mes collègues chercheurs ou moi-même dans une équipe de recherche ou dans une unité de recherche, bien sûr que c'est insuffisant. Bien sûr que j'aimerais avoir plus d'argent pour faire plus d'activités de recherche. Mais finalement, je comprends aussi qu'on peut avoir besoin d'argent pour une recherche dans le domaine de la climatologie ou dans le domaine de la sauvegarde des poissons d'eau de mer. Voilà, il y a un besoin partout, mais finalement, avec un peu de motivation, avec beaucoup de force de conviction, on arrive à faire une recherche de qualité, même si les moyens sont parfois un peu faibles, effectivement. Maintenant, on va un peu évoquer votre casquette de doyen. Vous êtes doyen de la faculté de Paris-Cité. En quoi consiste votre rôle de doyen et quels sont vos principaux secteurs d'activité? Alors, la mission de doyen, c'est une mission de gestionnaire d'établissement, la faculté de pharmacie de Paris en l'occurrence. Pourquoi être doyen? Parce qu'à un moment donné, il faut un capitaine dans un navire et on peut avoir envie de vouloir influer sur les orientations d'un établissement, à la fois en termes de pédagogie, en termes de recherche et en termes de gestion. C'est ce qui m'est arrivé, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à être doyen, mais dans les activités managériales hospitalières que j'ai pu effectuer auparavant, j'ai retrouvé cette volonté d'influer sur des orientations d'établissement. Et donc, je me suis présenté aux fonctions de doyen. C'est quand même 90% de gestion parfois de terrain, vraiment de terrain, mais bien entendu, c'est aussi un honneur que de pouvoir orienter une recherche, appliquer une réforme des études, orienter la recherche en la structurant, par exemple, et puis pour le cas de la faculté de pharmacie de Paris, rénover les bâtiments autant que possible parce qu'ils sont un peu vétustes et l'accueil des étudiants se doit d'être le meilleur possible. Donc c'est toutes ces missions-là qui sont à assurer. Alors évidemment, ça éloigne un peu de la recherche, ça éloigne un peu de la pédagogie, mais c'est très intéressant également. En tant que doyen, vous avez dû vous investir dans beaucoup de projets étudiants ou dans beaucoup de projets de la faculté. Est-ce qu'il y a un projet ou une initiative qui vous a vraiment tenu à cœur et où vous êtes beaucoup engagé? Il y en a plein. Il y en a plein. Ça va du petit projet porté par des étudiants et qui souhaitent obtenir un financement qui sera utile pour les étudiants et qui peut leur paraître pour eux très important. Et puis, ça va sur des grandes orientations stratégiques. On a vécu ces 3 dernières années la fusion des universités Paris Diderot et Paris Descartes, la création d'une faculté de santé. Et la question a été, et pharmacie dans tout ça? Comment pharmacie va-t-elle garder une visibilité, une lisibilité de l'extérieur et comment faire valoir nos atouts par rapport aux atouts de médecine, aux atouts d'odontologie ou des facultés de sciences humaines ou sciences humaines et sociales. Et donc ça aussi c'était un bel enjeu, ça aussi, l'histoire pourra dire si ça a été réussi ou pas, mais on peut estimer qu'en attendant, les étudiants ont été formés dans le cursus de pharmacie,
que la crise de la Covid n'a pas aidé, mais qu'aucun retard n'a été perdu. Et ça, c'est une satisfaction pour le doyen que je suis, que finalement d'avoir mené à bon port, je parlais de capitaine tout à l'heure, mais avoir mené à bon port des promotions d'étudiants et de l'avoir fait de la meilleure façon qui soit, même si tout le monde a souffert, les personnels et les étudiants. En plus de votre casquette de doyen, vous êtes aussi rédacteur en chef des Annales de biologie clinique. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir rédacteur en chef? Alors vous le verrez quand plus tard dans votre exercice professionnel, à un moment donné, c'est vrai qu'on prend des missions qui sont des missions un petit peu annexes, mais qui sont tout aussi importantes parce que ce sont des missions transversales. Être rédacteur en chef d'une revue scientifique, telle que les Annales de biologie clinique, c'est une mission transversale dédiée à la communauté des biologistes médicaux. C'est une revue spécifique pour les biologistes médicaux. C'est un exercice de plus, parce que la rédaction en chef d'une publication, ce n'est pas si simple. Ça peut être un métier à part entière, mais ça fait partie des missions transversales où on s'épanouit dans une nouvelle activité. J'ai été rédacteur en chef pendant 10 ans, ce qui est très long en fait, parce qu'on se fatigue aussi. Mais dans l'activité de publication de résultats scientifiques ou médicaux, d'abord, il en faut qui s'y colle, parce que voilà, c'est comme ça. Et en plus, c'est un vrai plaisir que de contribuer à faire publier des rapports de recherche ou d'activité médicale. Donc c'est très important. Et on le fait avec plaisir. Et puis quand on en a assez, parce que c'est parfois usant, on passe à autre chose. Et on trouve toujours quelqu'un pour le faire. Depuis janvier, vous êtes président de l'Académie nationale de pharmacie. Oui. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Académie nationale de pharmacie? Parce que je pense que beaucoup d'étudiants n'ont pas vraiment idée de ce que c'est et en quoi consiste votre engagement. Alors, dans un tout autre domaine, c'est un peu comme la rédaction en chef d'une publication, c'est une activité transversale. Cette fois, l'Académie nationale de pharmacie, c'est une instance d'origine associative, mais sous la présidence de la République, donc avec une autorité morale importante, de même que l'Académie de médecine l'est pour les médecins. Et l'Académie nationale de pharmacie, son job, c'est de donner des avis de sages, entre guillemets, sur différents domaines pour orienter les politiques nationales ou les orientations universitaires, par exemple. Donc on est amené à produire, avec 250 académiciens de l'Académie nationale de pharmacie, des rapports, des communiqués sur des aspects aussi divers que la dispensation à l'unité, qui inquiète un peu les pharmaciens d'officine en ce moment, ou la réglementation des dispositifs médicaux, comme on l'a fait. C'est très diversifié et l'objectif, c'est de se poser, de prendre un avis et de donner un avis à des instances qui vont décider. Et en ce sens, on peut aussi influer sur les politiques dans le domaine de la pharmacie. On peut réagir quand on estime que ça ne va pas dans le sens pour le commun des mortels de l'activité de la pharmacie. Et en fait, j'ai parlé de sages, c'est un peu exagéré parce qu'en plus je suis président de l'académie, vous l'avez dit en ce moment, mais l'idée c'est d'avoir une autorité morale, encore une fois, qui va sur la profession pharmacie donner un avis pour éviter des dérives et des pratiques qui ne seraient pas souhaitables. Comment vous arrivez à accumuler un peu tous ces rôles? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, les journées n'ont que 24 heures, comme pour les autres. Donc après, c'est de l'organisation. C'est effectivement avoir, mais on l'acquiert par l'exercice professionnel, une méthode pour consacrer un peu de temps à chacune de ces activités. Souvent, on est un peu cumulard en étant PUPH, doyen et avec des activités transversales. Mais l'idée, c'est de savoir à partir de quand on a trop d'activités et qu'on en fait mal certaines. Et ça, c'est le plus important parce que on peut faire plein de choses et à certains moments, on n'y arrive plus et il faut savoir passer la main. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis plus rédacteur en chef des Annales de biologie clinique, parce que j'ai pris la présidence de l'Académie nationale de pharmacie, autre mission, mais je ne pouvais pas tout faire. Après, effectivement, être PUPH, si on revient à une question antérieure, c'est aussi multiplier les activités, donc c'est vrai que parfois les journées sont chargées. On va parler maintenant un peu plus de vous.
Est-ce que vous avez eu un événement marquant ou une anecdote drôle lors de votre cursus pharmaceutique pendant vos études? En plein, oui, les grèves de 83, les manifestations interdites où j'ai été refoulé dans une station de métro de façon un peu véhémente par les CRS, parce que ça existait déjà de mon époque, les CRS. Et oui, mais c'était marrant, parce que c'était la défense du cursus de pharmacie à l'époque, et c'est vrai qu'on avait manifesté en 83, on n'a pas obtenu satisfaction, comme souvent, mais oui, c'est des bons moments dans le cursus des études. En général, il y a du bon temps quand même, donc il faut savoir en profiter. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant en pharmacie qui vient d'arriver, qui, comment dire, il y en a certains qui n'ont pas forcément qui ne voulaient pas forcément pharma en premier choix, pour les motiver un peu dans cette filière, leur vendre un peu la filière? Si je dis que pharmacie, c'est fantastique, hein, je suis politiquement correct encore, mais c'est vrai, c'est ça. Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie, je crois que c'est la deuxième fois que je le dis, mais voilà, il y a plein de choses à faire. L'exercice professionnel, qui est une obligation dans notre société, entre un pharmacien d'officine et un chercheur hospitalo-universitaire, il y a tout un monde, et il y a toute une palette d'exercices différents du métier de pharmacien. Donc c'est vrai que quand on croise un étudiant en pharmacie en deuxième année qui ne sait pas pourquoi il est là, mais qui a choisi cette pharmacie parce que ça lui a été proposé, l'idée c'est d'essayer de lui ouvrir les yeux sur les différents types d'exercices de la pharmacie. Et il trouvera son bonheur. Et après, il faut faire ce qui nous plaît. Mais il y a tellement de choses passionnantes à faire. En plus, on a la chance d'être dans un métier de santé. Et le métier de santé, ça a deux conséquences. D'abord, la responsabilité et ensuite, l'altruisme. Et quand on a la volonté de développer ces deux facultés, eh bien, on s'épanouit pleinement. Donc, pharmacie peut mener à plein de choses et vraiment de façon très, très complète et très épanouissante. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'était très enrichissant, très intéressant. Merci à vous surtout de ces interviews et de la possibilité d'essayer d'entraîner les jeunes vers les métiers de la pharmacie.